L'objectif de cette formation VBA Access est de montrer comment il est possible de faire communiquer entre eux des logiciels comme Access et Excel. Comme vous le savez, Excel possède de nombreuses et riches formules de calcul, donc, par le biais d'une petite application qui est proposée sous forme de formulaire graphique, nous allons construire un code VBA Access qui demandera à Excel d'effectuer des calculs dont nous récupérerons les résultats pour les communiquer au client. Car l'intérêt de cette application simplifiée pour un banquier est de pouvoir gérer ses clients et pour chacun de ses clients ses demandes d'emprunt avec un montant demandé ainsi qu'une durée de remboursement définie en nombre de mois et un taux d'intérêt négocié. Au clic sur le bouton Calculer, Access par le biais du code VBA va fournir les variables du problème à Excel qui, grâce à une fonction que nous avons apprise au travers d'une formation qui se nomme VPM, va calculer le montant des mensualités ainsi que le remboursement total à l'issue en tenant compte du taux d'intérêt. Vous voyez d'ailleurs que la différence est importante entre le montant initialement emprunté et le montant réellement remboursé. Et c'est ce même code VBA Access qui va aller chercher dans la feuille Excel du calcul les résultats fournis par les formules pour pouvoir les afficher sur le formulaire. Donc cette formation VBA Access est l'occasion de montrer comment il est possible par le code de faire communiquer les applications Office, notamment entre elles. C'est pourquoi nous avons dans le même dossier que la base de données ce petit classeur Excel qui lui aussi est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr comme d'habitude, et vous voyez que dans les cellules des résultats du calcul, c'est-à-dire ici en D9 et en D10, sont prévues les formules avec notamment la fonction VPM imbriquée dans une fonction SI pour gérer les exceptions, qui en fonction des données, des variables du problème, taux d'intérêt, nombre de remboursements et montant total emprunté, permet effectivement de simuler un emprunt en communiquant en temps réel, comme vous le constatez, le montant total des mensualités à verser et au final, le montant réel remboursé. Cela signifie que notre formulaire Access par le biais du code VBA, au clic sur le bouton Calculer, devrait être capable, à l'aide de ces trois variables, de les transmettre à ce même classeur Excel respectivement dans les cellules D5, D6 et D7 pour le taux d'intérêt, la durée et le montant, afin qu'Excel dynamiquement recalcule les mensualités et le remboursement total, si bien que le code VBA, lui, pourra récupérer automatiquement les résultats de ces calculs pour les intégrer dans ces zones de saisie directement dans le formulaire afin de les communiquer au client en temps réel. Pour l'histoire, ce formulaire a été conçu sur deux tables reliées entre elles par le jeu des relations, une table client et une table des emprunts que nous voyons ici dans le volet des objets Access. Et une requête a permis de regrouper ces deux tables afin d'offrir l'ensemble des informations du client et de leurs emprunts sur une même vue. Donc les relations, comme je vous le disais, comme vous le voyez, qui mettent en jeu l'intégrité référentielle, qui permettent de relier les informations du client avec les emprunts que ces clients demandent, puisque un client peut effectuer plusieurs demandes d'emprunt. Ça, c'était le résultat final. Nous allons, nous, partir de la base de données d'origine afin de développer l'application. Nous avons bien le formulaire qui est proposé, mais comme vous le constatez, aucun des boutons n'est fonctionnel, si ce n'est le bouton à la petite loupe qui permet de rechercher un client par son nom notamment. Si nous tapons le nom d'un client que nous connaissons et que nous cliquons ensuite sur le bouton suivant, effectivement le formulaire se cale directement sur le bon enregistrement. Il s'agit du deuxième ici, petite base de données volontairement simplifiée pour les besoins de l'application. C'est une macro ici qui a permis d'atteindre directement l'enregistrement à la création automatique du bouton. Tous les autres donc sont à coder. Nous allons commencer par coder les boutons qui permettent de naviguer au travers des enregistrements, c'est-à-dire des clients, vers le précédent, vers le suivant, à la place de la barre de navigation qui est proposée par défaut par Access, tout simplement parce que si, par exemple, nous inscrivons des valeurs dans ces champs qui ne sont pas issus des tables de données et que nous basculons sur un autre enregistrement, sur un autre client, vous constatez que ces informations restent présentes
est saisie dans les zones de texte alors qu'elles n'ont rien à voir avec les informations du client. Il faut que notre code, en même temps qu'il permette de passer sur un enregistrement suivant ou précédent, eh bien, réinitialise le contenu de ces zones de texte, tout simplement parce qu'elles ne sont pas liées à des champs de table et donc ne se réinitialisent pas au passage sur un enregistrement suivant. Nous allons commencer par afficher, comme nous le faisons régulièrement, notre formulaire en mode création. Et il s'agit ensuite, par le biais de la feuille de propriété des différents contrôles, qui sont des objets de programmation, de paramétrer certaines propriétés. Comme nous allons programmer ces deux boutons, nous n'aurons plus besoin de la barre de navigation qui est située par défaut en bas de la fenêtre Access, et tant qu'à faire, nous allons nous débarrasser aussi du sélecteur qui s'affiche par défaut sur la gauche du formulaire Access, qui permet de pointer sur les enregistrements. Pour ce faire, première personnalisation donc en mode création, depuis la feuille de propriété qui s'active grâce au bouton feuille de propriété du ruban création. Nous allons, pour le formulaire, vous voyez que c'est bien lui qui est sélectionné, d'ailleurs le petit carré noir en atteste à l'intersection ici. Nous allons nous rendre dans l'onglet format afin de paramétrer deux propriétés. La première concerne donc les boutons de déplacement, c'est-à-dire la petite barre de navigation, que nous allons basculer sur nous, ainsi que le sélecteur, de manière à le masquer. Ces deux petits paramétrages nous permettent en effet de masquer l'un et l'autre. La barre de navigation en bas de la fenêtre n'apparaît plus, le sélecteur à gauche du formulaire n'apparaît plus. Maintenant qu'ils ont disparu, il s'agit donc de coder l'un et l'autre bouton. Nous allons commencer par le bouton précédent, et comme nous l'avons appris au travers des premières formations en VBA Access, Access est un logiciel qui est déjà orienté programmation. C'est pourquoi à chacun de ces contrôles, considérés comme un objet de programmation, est proposé un onglet événement depuis sa feuille de propriété, et puis pour chacun de ces événements, des actions peuvent être déclenchées, c'est ce que nous allons faire en cliquant sur ce petit bouton, qui peuvent être déclenchées soit par la construction de macros, d'expressions, c'est-à-dire de formules par exemple, ou de code. Ici, nous allons coder ces boutons nous-mêmes. Donc nous validons générateur de code, ce qui a pour effet, et nous en avons l'habitude désormais, de basculer directement dans l'éditeur de code Visual Basic entre les bornes de la procédure précédent clic. Notre bouton se nomme bien précédent, clic est l'événement qui lui est associé, si bien que le code que nous allons développer entre ces bornes se déclenchera sur l'événement du clic intercepté sur le bouton. Il s'agit donc de nous rendre sur l'enregistrement précédent. Nous allons en profiter pour gérer les erreurs grâce à une expression que nous connaissons bien désormais, onErrorGoTo, et que je vais expliquer dans la foulée. GoTo erreur. Et à la fin de notre code, entre les bornes de la procédure événementielle, c'est-à-dire avant le nsub, nous allons créer cette étiquette. Nous sommes en train d'expliquer à VBA que si, durant l'exécution du code, il rencontre une erreur, il va ignorer la suite de l'exécution du code pour se rendre directement à cette étiquette, après laquelle il n'y a plus rien, ce qui mettra fin à l'exécution du code. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous sommes sur le premier enregistrement, il n'y a pas d'enregistrement précédent. Et si nous cliquons néanmoins sur le bouton, eh bien un message d'alerte serait déclenché par Access, ce que nous allons éviter. De la même façon pour le bouton suivant, si nous sommes sur le dernier enregistrement et que nous cliquons sur suivant, eh bien une erreur serait aussi mise en avant par le biais d'une alerte à l'écran et nous allons l'éviter par cette gestion simpliste des erreurs, donc un onErrorGoTo, l'étiquette erreur, le nom arbitraire que nous définissons et une étiquette peut se référencer suivi des deux points comme c'est le cas ici. Nous allons maintenant nous concentrer sur le code. L'objectif est de pouvoir nous déplacer sur l'enregistrement précédent du formulaire. Nous avions appris dans la formation qui permettait de faire des interactions entre les différents objets Access qu'il y avait un objet de programmation d'OCMD qui permet de réaliser un nombre de commandes assez important, assez conséquent. Il s'agit de cet objet d'OCMD qui littéralement signifie doCommand. Associé à cet objet point pour appeler ses méthodes et ses propriétés, je vous rappelle que les méthodes sont préfixées d'une icône verte, tandis que les propriétés sont préfixées d'une icône blanche, mais comme il s'agit d'un objet d'action, il ne propose que des méthodes. Et en l'occurrence ici, la méthode que nous recherchons est la méthode goTo
non pas contrôle, mais record, et record pour enregistrement, afin de nous déplacer vers l'enregistrement précédent. Faut-il encore lui spécifier? Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous enfonçons la barre d'espace, IntelliSense se déclenche pour nous proposer de remplir les arguments nécessaires à cette méthode. Il y en a 3. Le premier est de définir sur quel objet nous pointons. Il s'agit d'un formulaire, puisque nous sommes sur le formulaire. Donc nous allons choisir la constante ACDataForm. Puis, en tapant une virgule, nous basculons directement sur le deuxième argument. Il s'agit ici de définir le nom du formulaire en question. Le formulaire en question, comme vous le voyez, est rappelé ici. Il est préfixé du mot-clé forme. Il se nomme emprunt client. Donc, entre guillemets, nous allons le désigner par son nom afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour le code, puisque le code permet de piloter des objets qui sont référencés par des noms précis. Et puis, le dernier argument de cette méthode permet de déterminer comment nous l'exploitons, ce GoToRecord. Nous pouvons nous rendre directement sur le premier, sur le dernier, au précédent, au suivant. Nous souhaitons nous rendre sur le précédent, donc nous choisissons la constante ACPrevious. Suite à ça, comme je vous le disais en préambule, nous souhaitons en profiter par la même occasion pour vider les potentiels contenus de ces zones de saisie qui ne sont là que pour recevoir les résultats des calculs, car elles ne sont pas liées à des champs de la base de données. Elles se nomment respectivement, pour la première, vous le constatez grâce à sa feuille de propriété onglet autres, elle se nomme mensualité. Et pour la seconde, elle se nomme RBT_total. Donc, en les désignant par leur nom, il s'agit de contrôle donc d'objets que nous pouvons piloter par le code VBA. Nous allons vider leur contenu à chaque fois que nous changeons d'enregistrement. Le premier contrôle se nomme mensualité. Vous voyez que quand vous tapez le point, IntelliSense se déclenche. Il est donc bien reconnu comme un objet de programmation. Et comme nous le savons maintenant fort bien, sa propriété value permet d'accéder à son contenu, en l'occurrence ici, pour la réaffecter à un contenu vide égal guillemets, rien entre les guillemets. De la même façon, avec la zone de saisie RBT total, point value égale guillemets, nous la réinitialisons. Nous venons de terminer le code nécessaire et suffisant pour le bouton précédent clic. D'ailleurs, nous pourrions le tester, mais nous avons besoin avant cela de pouvoir nous déplacer vers les enregistrements suivants. Donc, comme le code est quasi identique pour le bouton suivant, nous allons le répliquer en le copiant. Puis nous allons revenir sur notre formulaire, même si nous aurions pu directement créer la procédure événementielle depuis l'éditeur de code, pour faire avec une méthode conventionnelle, c'est-à-dire sélectionner le bouton suivant, puis par le biais de son onglet événements, lui associer un code directement au clic sur ce bouton en choisissant dans la boîte de dialogue le générateur de code. Nous sommes de retour dans l'éditeur de code, mais cette fois-ci entre les bornes de la procédure suivant clic, c'est-à-dire au clic qui sera généré sur le bouton suivant, ce code se déclenchera. Ce code oui, mais que nous devons tout de même personnaliser dans la mesure où il est identique au précédent. Ça veut dire que pour l'instant, il permet de se déplacer vers le client précédent. Il nous suffit de modifier le dernier paramètre de la méthode GoToRecord, car il s'agit toujours du même formulaire emprunt client, donc du même objet dataform. Cette fois-ci, nous souhaitons nous déplacer vers l'enregistrement suivant. Nous choisissons donc la constante ACNext. Nous enregistrons les modifications et nous allons voir, nous allons contrôler dans un premier temps si ce petit bout de code est effectivement fonctionnel à ce stade. Nous exécutons le formulaire à l'aide de la touche F5 du clavier. Et lorsque nous cliquerons sur le bouton suivant, vous constatez en effet que nous faisons bien défiler tous les clients, que toutes les données se mettent à jour et constatez qu'aucun message d'erreur ne se déclenche lorsque nous arrivons à la fin du fichier, à la fin de la table, à la fin des enregistrements. C'est tout l'intérêt effectivement d'avoir ajouté cette gestion d'erreur. Remarquez que par le biais des relations entre les tables, à chaque client, pour chaque client qui se met à jour, les informations des emprunts qui le concernent se mettent à jour en même temps. C'est tout l'intérêt effectivement des relations qui sont gérées par les bases de données dans Access. Maintenant donc que nous avons pu contrôler que ces boutons étaient fonctionnels, il s'agit de nous pencher sur le cas le plus important, c'est-à-dire le bouton calculer. Je vous rappelle que son objectif est de pouvoir transmettre à Excel directement dans les cellules
prévues à cet effet les variables du problème pour qu'Excel, grâce notamment à la fonction VPM, calcule les mensualités du prêt du client et son remboursement total. Et c'est donc le code VBA, toujours dans ce même bouton calculer, qui va réceptionner les résultats fournis automatiquement et dynamiquement par Excel pour les afficher en temps réel dans les zones de saisie prévues à cet effet, dans les formulaires graphiques, afin de les communiquer au client. Nous allons donc revenir en mode création de notre formulaire et puis, comme nous avons l'habitude de le faire, sélectionner le bouton calculer afin de créer la procédure de code événementiel associée à ce bouton. Comme toujours, onglet événements pour ce bouton. Nous cliquons donc sur le petit bouton pour lui associer à cet événement au clic un code par le biais du générateur de code. Et nous retournons une fois de plus dans l'éditeur de code Visual Basic entre les bornes de la procédure calculer-clic, calculer étant le nom de notre bouton et clic son événement associé. Avant de débuter notre code VBA, il s'agit d'ajouter une référence qui va permettre de pouvoir piloter les objets Excel à distance. Cette référence, nous pouvons l'ajouter comme nous l'avons déjà vu, notamment pour accéder aux fichiers avec une application VBA Access. S'accède donc par le biais du menu Outils, puis ensuite Références. Dans la liste, nous devons ajouter la référence ActiveX à Microsoft Excel. Donc nous faisons défiler la liste par ordre alphabétique jusqu'au M pour trouver, vous voyez, le composant Microsoft Excel 16.0 Object Library que nous cochons et nous validons. Nous constatons, si nous revenons dans la liste des librairies qui ont été ajoutées, que notre référence a bien été intégrée. C'est elle qui va nous permettre de piloter donc par le biais du code VBA Access les objets Excel à distance de façon totalement transparente. Nous allons pouvoir prendre la main sur des classeurs Excel, sur les feuilles des classeurs et même sur les cellules dans les feuilles d'un classeur Excel, c'est tout l'intérêt. Comme toujours, pour coder le programme de ce bouton calculer, nous devons commencer par déclarer les variables qui nous seront nécessaires. Nous allons donc commencer par le mot-clé dim, comme toujours, par déclarer une variable que nous nommons arbitrairement le taux, qui va représenter le taux d'intérêt. Comme ce taux d'intérêt peut posséder des décimales, nous allons le déclarer comme un single, c'est-à-dire comme un réel simple, un nombre qui permet de gérer les décimales. Puis, dans la foulée, grâce aux deux points sur la même ligne, grâce au mot-clé dim pour initialiser la déclaration, nous allons déclarer la variable nommée arbitrairement la durée, autant utiliser un nom explicite, cette fois-ci que nous allons typer fort logiquement et judicieusement comme un integer, c'est-à-dire un entier, puisque la durée est définie en nombre de mois. Ensuite, nous allons déclarer une variable, toujours par le biais du mot-clé dim, qui va nous permettre de stocker le montant total que souhaite emprunter le client. Nous allons déclarer cette variable sous le nom montant, et que nous déclarons là aussi comme un single. Notez que nous aurions pu la déclarer comme un entier long, ça aurait suffi, sauf si effectivement nous accordons des prêts avec des décimales, ce qui doit être finalement assez rare. Donc, nous avons déjà nos trois variables pour pouvoir gérer les données du problème, le taux, la durée pour la période de remboursement et le montant total emprunté. Nous avons besoin de déclarer les variables qui vont nous permettre de piloter les objets Excel à distance. Tout d'abord, celui de l'application que nous allons nommer après le mot-clé dim que nous allons nommer donc fenêtre et que nous allons déclarer comme un objet Excel. Ceci est possible puisque nous avons ajouté la référence précédemment comme un objet Excel, comme une application Excel, excel.application. Et dès lors, nous allons déclarer un objet que nous allons nommer classeur qui permettra d'être instancié grâce à cet objet Excel application pour pointer directement sur un classeur précis en fonction de son chemin d'accès, en l'occurrence celui du calcul de prêt, que nous allons déclarer comme un objet précis d'Excel, comme un classeur, c'est-à-dire un workbook. Et vous voyez qu'IntelliSense se déclenche encore une fois pour nous aider à typer nos variables qui sont donc des variables objets que nous allons initialiser et instancier par la suite. Enfin, et pour terminer la déclaration de variables, nous avons besoin d'une variable chemin qui va permettre de mémoriser le chemin d'accès
complet au classeur Excel auquel nous devons accéder par le code. Donc, nous la déclarons et la typons comme un string, c'est-à-dire chaîne de caractères, puisque c'est un chemin d'accès que nous souhaitons directement mémoriser dans cette variable. Comme toujours, après avoir déclaré les variables, il faut bien entendu les initialiser. Pour les 3 premières, c'est très simple, il s'agit de prélever le contenu à l'instant T qui sont présents dans les 3 zones de saisie qui respectivement se nomment, comme vous le constatez par le biais de l'onglet Autres, emprunt taux, emprunt durée, mais remarquez qu'en mode création, leurs noms apparaissent directement dans les zones de saisie sur le formulaire, et c'est par ces noms, comme nous le faisons habituellement, que nous allons pouvoir les piloter par le code VBA Access. Donc, dans la variable le taux que nous avons précédemment déclarée, nous allons mémoriser la valeur qui est effectivement inscrite à l'instant T dans le contrôle emprunt taux. C'est la propriété value, comme toujours, qui permet d'accéder à son contenu. Donc nous enregistrons cette valeur dans la variable le taux et nous faisons la même chose pour mémoriser dans la variable la durée, la valeur qui est inscrite dans le contrôle, la zone de saisie qui se nomme emprunt durée. Et nous accédons à son contenu comme toujours pour une zone de texte grâce à sa propriété value que nous pouvons valider directement grâce à IntelliSense. Et enfin, nous faisons exactement la même chose pour mémoriser dans la variable le montant, le contenu à l'instant T, dans le contrôle nommé emprunt montant, pour lequel nous accédons à son contenu grâce, là encore, à sa propriété value. Il est toujours important et intéressant en en-tête de code, tant qu'on y pense, de pouvoir ajouter cette expression option explicite qui va forcer VBA à vérifier que toutes les variables que nous utilisons sont clairement identifiées et clairement déclarées pour éviter les erreurs de syntaxe, les erreurs d'orthographe, etc. Nous pouvons à ce stade justement compiler pour nous assurer que le débogueur ne décèle aucune erreur, ce qui nous permet de poursuivre le développement du code plus sereinement. Nous continuons dans l'affectation et l'initialisation de nos variables, puisque je vous le rappelle, nous en avons déclaré 6 et pour l'instant nous n'avons affecté que 3. Nous allons en profiter pour directement initialiser et affecter la variable chemin, puisqu'il faut mémoriser le chemin d'accès complet au classeur Excel. Ce classeur Excel est situé par défaut, c'est comme ça que nous l'avons conçu, dans le même dossier que notre base de données. Nous avons un objet VBA qui se nomme application, qui permet par le biais de ses propriétés et méthodes d'accéder notamment à la propriété current project qui permet elle-même d'accéder à une propriété dérivée path, donc current project désigne tout simplement la base de données en cours et path est la propriété dérivée qui permet de définir le chemin d'accès à cette base de données à laquelle nous allons concaténer le nom du classeur Excel, mais sans oublier d'ajouter tout d'abord un anti-slash, car c'est dans le dossier, le chemin qui est renvoyé ne possède pas l'anti-slash à la fin de la chaîne de caractères, et ce classeur Excel se nomme calcul prêt, par défaut, prêt, Excel.xlsx. Alors, il aurait pu être judicieux, en effet, d'aller prélever directement son nom depuis l'explorateur Windows. Alors, il me semble d'ailleurs que j'ai fait une faute, car il s'agit de calcul-prêt-excel, mais il n'y a pas de tiret à la fin. D'ailleurs, vous pouvez le constater, si vous ouvrez la fenêtre Excel, vous remarquez que le nom ici est bien celui que nous avons inscrit directement dans le code VBA depuis l'éditeur. Maintenant que nous avons effectivement initialisé et affecté notre variable chemin qui va être fort utile pour pouvoir instancier les objets qui vont permettre de piloter les différents contrôles dans Excel comme les cellules, il est temps justement d'initialiser et d'instancier nos variables objets. Comme vous le savez, lorsqu'il s'agit d'une variable objet, nous devons utiliser pour l'initialisation le mot-clé set suivi du nom de l'objet. Nous commençons par l'objet parent, qui est l'objet fenêtre, qui permet de pointer sur l'application Excel elle-même. Et c'est encore une fois la fonction VBA qui se nomme create object, qui permet de créer des objets ActiveX
à la volée, selon l'instruction ou la ligne que nous lui passons en paramètre, et encore une fois, l'aide en ligne renseigne sur les différentes commandes que nous pouvons lui passer. Ici, la commande que nous devons passer est excel.application, qui permet tout simplement de créer un objet ActiveX pour piloter les applications Excel à distance par le code, ne pas oublier le symbole égal de l'affectation, car là je m'aperçois que je l'avais oublié, et dès lors, notre objet va hériter de toutes les propriétés et méthodes qui permettent de piloter Excel directement. De façon dérivée, nous allons pouvoir donc initialiser notre objet classeur qui, lui, je vous le rappelle, a été créé pour pouvoir piloter précisément dans l'application Excel un classeur particulier qui va être référencé par son chemin d'accès. Et bien maintenant c'est possible grâce à la variable fenêtre qui désigne l'application Excel qui va nous proposer désormais ses propriétés et ses méthodes. En l'occurrence, celle qui nous intéresse, c'est de pointer sur un classeur. Et voyez que lorsque nous nous y rendons par ordre alphabétique, eh bien cet objet fenêtre, application Excel, propose une propriété workbooks qui désigne les classeurs d'une application Excel associée, point, une méthode open, justement, pour aller désigner, pointer directement le bon classeur Excel, en l'occurrence, ici référencé par le chemin d'accès complet que nous avons mémorisé dans la variable chemin, donc nous lui passons en paramètre. Toutes nos variables sont maintenant initialisées, affectées et instanciées. Nous allons donc pouvoir exploiter l'ensemble de ces valeurs pour arriver à nos fins. Je vous rappelle que l'objectif à l'issue est que au clic sur le bouton calculer, eh bien en fonction des variables du problème, qu'elles soient transmises à Excel, qu'Excel fasse le calcul et que le code VBA récupère ces valeurs pour les inscrire en temps réel dans les zones de saisie prévues à cet effet. La première étape donc consiste à pouvoir transmettre ces valeurs à la feuille Excel par le classeur désigné par les objets de programmation VBA, directement en D5 pour le taux d'intérêt, en D6 pour la période de remboursement et enfin en D7 pour le montant total emprunté. Donc désormais c'est très simple, d'autant que nous connaissons ces variables, elles sont mémorisées dans le taux, la durée et le montant. Il suffit donc d'utiliser notre variable objet classeur qui non seulement désigne un classeur Excel, mais pas n'importe lequel, notre propre classeur calcul_excel.xlsx, comme nous l'avons passé en paramètre de la méthode open. À cet objet classeur sont associés là encore des propriétés et des méthodes, notamment nous la connaissons bien en VBA Excel, Sheets qui permet de désigner les feuilles de calcul, et en paramètres, nous allons lui passer directement le nom de cette feuille, je vais le prélever par son onglet depuis Excel ici, pour que par le code VBA, nous puissions à distance piloter les objets de cette feuille de calcul, le classeur calcul prêt Excel, sa feuille calcul de prêt. Sur cette feuille calcul de prêt, nous souhaitons nous rendre dans un premier temps sur la cellule D5 grâce à la propriété range que nous connaissons bien là aussi en VBA Excel, que nous passons en paramètres avec les références de la cellule D5, et enfin, comme toujours, value, point value, la propriété finale qui permet de désigner le contenu de la cellule, d'accéder à son contenu pour l'affecter. L'affecter à quoi? À la valeur du taux. Alors comme il s'agit d'une valeur en pourcentage, et que dans notre formulaire elle est écrite en nombre, nous allons la diviser par 100, avant de la passer à Excel en cellule D5 pour que la fonction VPM puisse faire le calcul en bonne et due forme. Nous allons faire exactement la même chose pour transmettre dans les autres cellules les autres valeurs. Il y en a deux autres, donc nous allons faire un copier-coller, puisque le début de l'instruction est exactement le même enchaînement de l'objet et des propriétés puisqu'il s'agit de la même feuille. Seules les références des cellules et des variables qu'on leur passe changent. En l'occurrence, pour la cellule D6, eh bien, il faut lui passer le nombre de remboursements défini en mois que nous avons stocké dans la variable la durée. Et puis, pour la cellule D7, nous devons lui passer la valeur du montant total
emprunté par le client de la banque, mémorisé dans la variable le montant. À ce stade, logiquement, Excel a reçu les données du problème et comme les calculs sont dynamiquement liés à leurs cellules, si Excel a reçu ces données du problème, eh bien ça signifie qu'il a déjà effectué les calculs que nous pouvons donc instantanément récupérer toujours par le code VBA. C'est donc ce que nous nous proposons de faire dans la suite du code. Pour ce faire, eh bien, il suffit de faire le chemin inverse. Ça veut dire que cette fois-ci, nous n'allons pas remplir les cellules, mais les prélever. Et les cellules que nous souhaitons prélever sont, pour les mensualités, la cellule D9, et pour le remboursement total, la cellule D10. Une fois que nous aurons prélevé le contenu de ces cellules, eh bien, nous devrons les écrire sur le formulaire dans les zones de texte prévues à cet effet, qui, je vous le rappelle, s'appellent respectivement mensualité et RBT total, mensualité point value pour accéder à son contenu que nous allons affecter du contenu de la cellule D9. Alors, tant qu'à faire, même si là je clique ailleurs et qu'une erreur se déclenche pour nous informer que l'instruction n'est pas terminée, c'est tout à fait normal, je vais aller récupérer un bout d'instruction histoire de ne pas ressaisir tout le code. L'objectif donc est de prélever le contenu de la cellule D9, comme nous l'avons dit, la cellule D9 cette fois, et en ce qui concerne la zone de texte qui se nomme quant à elle RBT total, nous allons donc modifier le nom d'objet ici, nous devons aller chercher le contenu de la cellule D10 qui est censé avoir calculé le montant total qui sera réellement remboursé par le client à l'issue du prêt, et donc en cellule D10. Bien sûr, le code semble terminé, mais il ne faut pas oublier de décharger les objets que nous avons exploités, qui sont chargés en mémoire, afin de ne pas engorger les ressources. Nous allons commencer par utiliser les méthodes et les propriétés qui nous sont proposées pour quitter proprement l'application, grâce donc à l'objet parent, fenêtre, à sa propriété application, et à une autre propriété dérivée que je vais vous expliquer qui se nomme displayAlerts, qui est une propriété booléenne que nous allons régler à false. Tout simplement parce que, comme par le code VBA, nous allons faire des modifications dans cette feuille, si nous quittons l'application par le biais du code VBA, un message d'alerte va se déclencher pour nous demander d'enregistrer les modifications. Nous ne souhaitons pas les enregistrer, nous ne souhaitons pas voir apparaître de messages disgracieux à l'écran, nous souhaitons que l'application se déroule de façon transparente pour l'utilisateur. Nous réglons donc cette propriété à false. Ça veut dire que Excel va fermer l'application sans mettre à jour les modifications, ce qui nous convient très bien puisque nous nous contentons de lui passer les variables du problème pour les calculs, pour les besoins du formulaire. Donc, avant de quitter l'application Excel, effectivement, nous avons utilisé cette propriété displayAlert pour lui demander de ne pas afficher ce message d'erreur. À la suite, nous utilisons par contre la méthode quit pour lui demander effectivement de fermer l'application cette fois-ci. Et puis, comme nous l'avions vu avec les objets de base de données, pour purger la mémoire, nous allons affecter ces objets grâce au mot-clé nothing afin de les décharger de la mémoire, de les détruire en quelque sorte. Et là, nous aurons terminé notre code qui en plus sera propre. Nous enregistrons les modifications, nous retournons sur notre formulaire que nous exécutons et nous allons constater si au clic sur le bouton calculer, nous sommes capables de restituer les calculs effectués par Excel par le biais des informations que nous lui avons transmises. Vous constatez que c'est le cas. Si nous passons sur le client suivant grâce à la flèche que nous avons codée précédemment, vous constatez que les zones sont bien réinitialisées. Ce client, Gals, en l'occurrence, a fait une demande de prêt de 125 000 € sur 120 mois, c'est-à-dire sur 10 ans. Un taux de 3,81% lui a été accordé. Nous envoyons ces données à Excel pour lui demander quelle en sera la mensualité calculée, et vous voyez qu'en retour, Excel confirme effectivement que le montant des mensualités s'élèvera selon ces variables à 1254,31 € et que le remboursement total sera finalement de 150 000 €, ce qui fait quand même une marge intéressante pour la banque. Nous pouvons le confirmer, d'ailleurs ce calcul directement depuis la feuille Excel. Si ici nous entrons un taux d'intérêt de 3,81 avec une période de remboursement de 120 mois pour un montant total emprunté de 125 000 €, vous voyez que les données sont bien conformes, 1254,31 € et 150 516 €. C'est tout à fait
identique, tout simplement parce que le code VBA Access s'est servi justement de ces formules Excel qui étaient prédisposées dans le classeur que nous avons exploité par les objets de programmation VBA directement par le code associé au bouton calculer. Et ainsi de suite. Donc, si nous poursuivons, nous passons sur le troisième client. Si nous cliquons sur le bouton calculer en temps réel, nous pouvons lui communiquer sa mensualité avec le remboursement total. Nous pourrions, par exemple, faire des simulations en tant que banquier en disant, écoutez, si vous trouvez que ces mensualités finalement sont trop importantes, nous pourrions allonger la durée du remboursement. Au lieu de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, nous pourrions passer à 120 mois et demander à Excel de recalculer et de restituer par le biais du code VBA. Et effectivement, on voit qu'on diminue très largement les mensualités. Nous étions à plus de 400, nous passons à 263 € par mois. Par contre, effectivement, du coup, comme les intérêts vont courir sur un nombre de mois plus important, eh bien le montant final à rembourser sera plus important. On peut refaire la simulation. Vous voyez qu'au lieu de 31 000, on va rembourser 28 000 en 60 mois, 3 000 € de moins sur un emprunt de 28 000 € au total, ce n'est pas négligeable. Voilà pour ce premier volet de la communication entre les logiciels par le biais du code VBA depuis Access. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, ce serait très sympa de votre part. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations, notamment Access, Excel, Word et autres en programmation sur le site bombache.fr. Je vous remercie.